Bonjour, hi, welcome, bienvenue everyone back to the Cyber Defense stage. I'm Laura, I'm happy to be your MC today. Our next keynote, I am pleased to introduce an expert in industrial and critical infrastructure protection. Faiz Jalouli is the founder and CEO of Holocyon, and he will be speaking today about ransomware dry run and lessons learned after 40 deployments. Please join me in welcoming Faiz. Ouais, thank you very much. Je vais parler en français et les slides sont en français. Et si vous souhaitez avoir plus de développement, que ce soit en français ou en anglais, je vous invite à venir nous rejoindre à notre stand qui se trouve juste en bas, donc dans l'espace Exatrust, voilà, dans le village Exatrust. Donc merci beaucoup pour l'introduction. Donc effectivement, je suis Faiz Jalouli, j'ai un certain nombre d'expériences en tant que CISO. En fait, c'est surtout de ce monde-là que je viens, dans le monde industriel. Et par la suite, donc, on a créé Holocyon afin de pouvoir exporter le savoir-faire qu'on a pu réaliser au sein d'un grand groupe de l'énergie français, dans lequel nous avons pu créer un centre de compétences en cybersécurité plutôt orienté industriel pour sécuriser les sites sensibles et critiques du groupe. Et donc, on a donc créé Holocyon afin de pouvoir exporter notre savoir-faire. Et aujourd'hui, voilà quelques figures sur Holocyon. Donc, on est une société qui prône une approche holistique de la cybersécurité, voulant dire désintermédier, inclusive pour les disciplines voisines, couvrant l'ensemble de la chaîne de la valeur de la cybersécurité. On ne fait pas ça par fétichisme en quelque sorte, mais on le fait parce que nous sommes convaincus que le seul moyen de pouvoir adresser les risques multifactoriels que nous connaissons et les attaques également qui peuvent être très complexes et très également multifactoriel, ce n'est qu'en empruntant une approche holistique de la cybersécurité qu'on a des chances d'avoir des résultats intéressants de ce point de vue-là. Donc nos activités s'articulent autour de 3 piliers, donc le conseil-service, donc on fait beaucoup d'audits, de sécurisation, de conseils, mais également la partie education and training, donc éducation et formation. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à notre web-série qui s'appelle Cybervox, qui est à la fois en français et en anglais, et qui est extrêmement bien réalisée. Et ce n'est pas parce que c'est nous qui le faisons que je le dis. Et puis enfin, notre point de vue, notre approche holistique nous confère un point de vue privilégié pour pouvoir identifier des trous dans la raquette, c'est-à-dire dans les offres de solutions sécurité. C'est-à-dire partout où nous voyons qu'il y a des fonctionnalités qui mériteraient d'exister, mais qui n'existent pas dans le marché par la force des choses, on peut se sentir fondé à pouvoir proposer des solutions. Et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs solutions de technologie, en fait, parmi lesquelles j'ai l'honneur donc de vous présenter le tir à blanc de ransomware, qui est une de nos inventions qui a été lancée officiellement au mois de janvier 2021 et qui compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de déploiements avec un certain nombre de succès et de réussites. Donc sans plus tarder, on va aller là-dessus. Donc le tir à blanc de ransomware, c'est quoi? C'est né d'un constat tout simple, c'est que d'une part, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une augmentation très significative du nombre de cyberattaques par ransomware. C'est devenu même la menace numéro 1 aujourd'hui portée sur les organisations. Et qu'en même temps, ce qu'on observe, c'est que ces attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend, par exemple en 2017, il y a eu les attaques de NotPetya, WannaCry, etc. Donc c'était des attaques très élaborées qui ont causé énormément de dégâts. Mais néanmoins, c'était des attaques relativement simples dans le point de vue technique. En revanche, si on considère les attaques actuelles avec les groupes très organisés comme Conti et autres, eh bien on observe qu'il y a de la double extorsion, voire même de la triple extorsion. C'est-à-dire que la cyberattaque par ransomware commence par une primo-infection, de l'APT afin de pouvoir faire une reconnaissance au sein du réseau, identifier potentiellement où se trouvent les sauvegardes, compromettre ces sauvegardes avant de pouvoir chiffrer l'ensemble du réseau, en prenant soin au passage de récupérer les informations critiques pour pouvoir faire du chantage sur la victime et lui dire que si tu ne payes pas la rançon, dans ce cas-là, nous allons divulguer tes informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est très observé. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est que la première question que se posent les dirigeants, c'est quel est mon niveau d'exposition réel
à la menace particulière du ransomware. C'est une menace, comme vous le savez, qui ne peut pas s'ignorer. Et donc forcément, il nous fallait, ce qu'on a observé, c'est qu'il manquait le fait d'avoir des outils de diagnostic permettant d'avoir une évaluation ciblée de cette menace, en particulier du ransomware. Alors évidemment, il existe des pentests, des red teams, etc. On en fait aussi chez Oliseum par ailleurs. Mais il manquait cette ressemblance au fait de mimer le fonctionnement parfait d'une attaque par ransomware, mais tout en étant inoffensif. Et donc, c'est de cette idée qu'est né le tir à blanc de ransomware. Donc, c'est l'inoculation volontaire d'un ransomware qui est fabriqué dans notre laboratoire, qui est bien évidemment complètement inoffensif pour le client, mais en même temps qui regroupe l'ensemble des attributs des ransomware les plus sophistiqués. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on développe des techniques d'évasion, soit qui sont reproduites parce qu'elles sont documentées, soit parce que nous les développons de manière prospectiviste, c'est-à-dire qu'on fait le pari que si nous, on trouve ces techniques, demain, ça sera les cyberattaquants qui vont les trouver. Et donc, on fait le pari qu'il vaut mieux entraîner nos clients avec ces techniques-là, de sorte à leur apprendre comment trouver la parade, de sorte que le jour où ils vont s'y confronter, le jour hypothétique où ils vont s'y confronter réellement, que cela ne puisse pas avoir d'impact sur leur système d'information. C'est ça le pari que l'on fait, c'est-à-dire qu'on coupe l'herbe sous le pied des attaquants en matière d'initiative, d'innovation en matière de technique d'attaque et de défense. D'accord ? Donc, cette inoculation volontaire, elle est faite dans le but d'étudier l'étendue des actions pouvant être réalisées au sein de systèmes d'information de nos clients. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va développer des techniques d'évasion à la fois à l'installation et à l'exécution, au chiffrement, à l'exfiltration de données et à la propagation virale, soit les 4 attributs principaux d'une cyberattaque par ransomware pour rester simple et compréhensif. Donc les bénéfices attendus, c'est bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord de connaître précisément son exposition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire connaître les actifs compromis, les chemins de propagation et les vulnérabilités qui ont été exploitées de sorte à pouvoir emprunter ces chemins et donc compromettre les actifs. Et évidemment, lorsqu'on connaît ça, on est en mesure d'avoir une idée très précise du niveau de sécurité réel des différentes solutions de sécurité, les EDR, XDR, etc., qu'on a aujourd'hui, au-delà du discours marketing, si je puis dire. Et ça permet donc de cibler la remédiation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un projet ou un programme de sécurisation, a fortiori pour les grandes organisations, ça dure des années. Or, on n'a pas le luxe de pouvoir se payer tout ce temps-là à attendre que ce programme aboutisse avant de se sentir sécurisé par rapport à cette menace en particulier. Donc là, l'idée, c'est de prendre un shortcut, une sorte de raccourci, afin de pouvoir traiter ce qui serait exploité en priorité lors d'une attaque par ransomware, afin de pouvoir le combler en priorité et ainsi enlever cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et enfin pouvoir travailler librement par la suite dans l'amélioration de son niveau de sécurité. Alors comment cela fonctionne ? Nous avons une cellule qui s'appelle VP, donc veille et prospective, qui suit une roadmap de développement, donc de notre expertise. Donc on a une direction scientifique avec une équipe de développement. Et l'objectif, c'est de poursuivre le développement de ces cyberattaques et de les mettre en œuvre de manière extrêmement agile. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous sommes à 4 releases majeures par an, en moyenne, on va dire. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où cette plateforme RSTP est reproduite, donc RSTP, c'est RSTP, Ransomware Spread Testing Platform, eh bien son exploitation, elle est faite par un opérateur qui aujourd'hui est obligé d'avoir un niveau de seniorité élevé. Donc on prend un de nos hackers éthiques confirmés pour pouvoir réaliser ces actions-là, parce que c'est ce qui colle le plus aux conditions réelles d'une cyberattaque par ransomware. Rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est connaître la réelle exposition. Et donc pour ce faire, on doit se coller le plus proche possible des conditions réelles d'une cyberattaque. Et enfin, donc la mise en œuvre de cela dans les conditions réelles, dans le système d'information du client, c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui le tir à blanc de ransomware. Alors on a fait quand même un choix, c'est-à-dire un choix tout assumé, c'est celui de décomposer la kill chain. C'est-à-dire que dans la mesure où la primo-infection, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des cyberattaques, quelle qu'en soit la motivation, donc ransomware ou pas. Donc nous, on a fait
le choix de faire abstraction de cette menace, donc de démarrer le tir à blanc de ransomware à partir du moment où on a un accès local. D'accord ? En fait, l'idée là-dedans, c'est de mesurer non pas la sécurité périmétrique, mais la sécurité en profondeur dans le contexte d'une cyberattaque par ransomware. Ce qui nous fait gagner énormément de temps et ce qui nous permet d'isoler et de segmenter, de compartimenter le traitement de la cybersécurité en profondeur et celui qui doit être fait et qui est fait d'ailleurs par ailleurs prioritairement en règle générale, de manière périmétrique. Et on choisit pour cela plusieurs patients zéro, c'est-à-dire que l'inoculation, la primo-infection, elle ne se fait pas sur des machines random, elle se fait sur des machines qui sont suffisamment représentatives du parc du client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si avec des contextes d'utilisation, avec des droits associés, avec des privilèges associés qui peuvent être différents, d'accord ? Donc, par exemple, une tierce maintenance applicative via directement les serveurs. Ça peut être un utilisateur de Madame Michu, donc un utilisateur lambda qui n'a pas de droit avancé, comme ça peut être aussi un administrateur. Et même le contexte d'utilisation, c'est-à-dire on-premise ou bien remote, peut faire une grosse différence parce qu'on ne passe pas par les mêmes briques de sécurité. Donc la stratégie sécurité n'est pas la même on-premise et remotely. D'accord ? Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Donc avant de répondre, avant de vous donner un peu le fruit de nos... ça c'est de la théorie, donc de vous dire quelle a été, comment on a vécu donc cette quarantaine de déploiements et quelles sont les lessons learned, hein, les leçons apprises. Eh bien, je vous donne quand même cette vision de où est-ce qu'on en est au niveau de notre développement. C'est-à-dire que nous, on a lancé les développements d'abord en 2020, lorsqu'il s'agissait de faire des tests et de faire un certain nombre de bêta-tests. On a lancé le produit officiellement début 2021, comme je le disais tout à l'heure, avec une logique de tir unique reproductible. Très vite, on s'est rendu compte que le format abonnement était beaucoup plus approprié, de sorte à pouvoir faire bénéficier à nos clients qui nous ont déjà fait confiance des dernières mesures et des derniers développements qu'on a pu réaliser au sein de la cellule veille et prospective et ainsi les maintenir up-to-date. Et enfin, donc aujourd'hui, le tir à blanc, c'est à la fois un produit et un service qui est opéré par nous, par Oliseum. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille sur l'automatisation de la partie produit, de sorte à ce qu'on puisse monter en scalabilité et que ce département puisse se transformer en une filiale produit, c'est-à-dire que ça ne sera plus nous qui ferions les tirs à blanc de ransomware, mais des distributeurs, des opérateurs selon un programme bien déterminé. Alors, quelques anecdotes et quelques résultats. Donc évidemment, comme c'est un axe d'investigation qui était inexploré jusqu'à présent, forcément, on a eu l'opportunité de constater un certain nombre de choses assez originales. Donc, par exemple, on a trouvé des défauts sur des configurations d'EDR. Alors là, c'était chez un client majeur quand même du BTP qui était assez grand. Et ce client, en fait, quand on réalise un tir à blanc de ransomware, en règle générale, on essaye de savoir si le RSSI, le CISO, souhaite ou pas que son SOC soit informé de cette démarche. C'est-à-dire, est-ce qu'il souhaite également challenger son Security Operations Center ou bien est-ce qu'il le fait en totale transparence. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de le faire en totale transparence. Donc nous, ça change légèrement un petit peu l'approche, c'est que quand c'est totale transparence, donc on part du principe qu'on n'a pas forcément à chercher à faire de l'évasion, de la furtivité, pardon, c'est le terme que je cherchais. Mais on va commencer par les attaques les plus obvious, en quelque sorte, les plus documentées, dirais-je. Et progressivement, on va augmenter la difficulté pour aller vers des attaques beaucoup plus recherchées. Et on va mesurer où est-ce que le client va décrocher. Et effectivement, là, chez ce client en particulier, tout de suite, les attaques les plus obvious fonctionnaient. Donc on s'était dit, mais c'est pas possible, ils sont censés avoir un EDR, et qu'est-ce qui se passe? Et au fait, la découverte accidentelle qu'on a faite, c'est que l'EDR n'était pas activé dans le groupe AD des utilisateurs IT, qui comportait plusieurs milliers de personnes, au passage, et cela durait depuis plusieurs mois. Et en fait, en investiguant davantage, on s'est rendu compte que c'était un administrateur qui était un peu embêté par l'EDR et qui a décidé unilatéralement de désactiver l'EDR. Et la maille la plus petite à laquelle il pouvait le faire, c'était le groupe AD
utilisateurs IT, et donc ça a désactivé l'EDR pour des milliers de personnes. Voilà. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est aussi ça a permis à certains RSSI de savoir que même si la détection était plutôt bonne, plutôt satisfaisante, la réaction laissait à désirer. Et donc, dans ce cas en particulier, donc, la réaction a été faite 72 heures après. Donc, autant dire que 72 heures, c'est une éternité dans la timeline d'une cyberattaque par ransomware. Et là, pour le coup, ça a permis au RSSI de réajuster les choses. Ensuite, chez un autre client, on a pu réaliser sur une machine complètement isolée, donc pas du tout connectée à Internet, on a pu trouver une faille d'exfiltration de données en passant par donc en exploitant une faille de configuration sur les firewalls. Donc de l'exfiltration via FTP qui nous a permis donc d'exfiltrer des données très importantes. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez étonnant pour des gens qui sont censés réaliser donc du durcissement de firewall. Également, on a trouvé des défauts de configuration sur des mécanismes, je ne sais pas si vous connaissez les canary tokens. Donc le principe qu'utilisent un certain nombre d'éditeurs d'EDR, c'est de mettre des canary tokens, c'est-à-dire des fichiers qui ne sont pas du tout censés être appelés par n'importe quel processus du PC en fait, ou de la machine. Et si jamais il est touché, modifié par n'importe quel processus, c'est que forcément ce processus est malveillant. D'accord ? Et donc ce qu'on a pu voir dans certains cas, c'est que les configurations étaient très importantes en la matière, puisque on installe un produit et on croit qu'il joue un rôle, et ce type d'exercice, le tir à blanc, a permis de mettre en évidence que ça ne fonctionnait pas toujours et qu'il fallait resserrer les vis sur le plan de la configuration. Alors par contre, la plus grosse surprise, ça a été de découvrir que parfois, même la configuration ne permettait pas de montrer que l'EDR en question pouvait aboutir à un certain nombre à réaliser du behavior analysis, c'est-à-dire de l'analyse comportementale. Donc on a pu découvrir dans un EDR quand même assez élevé des 0D, des contournements et aussi des 0D dans plusieurs éditeurs. Donc on est plutôt content de l'avoir découvert nous avant que ce soit découvert par de vrais cyberattaquants méchants, afin de pouvoir faire évoluer ces EDR et de les faire améliorer. Donc en l'occurrence, c'était un EDR dont je ne citerai évidemment pas le nom, mais qui ne faisait pas de contrôle sur les appels de fonction des scripts PowerShell. Désolé pour les noms techniques, mais je ne peux pas l'exprimer de manière plus simple. Et puis enfin, peut-être j'ai laissé le plus croustillant pour la fin, on a trouvé quelque chose quand même qui relève c'est vraiment quelque chose de très très sérieux, puisque chez un client qui présente la particularité d'avoir des informations extrêmement confidentielles, eh bien, on a trouvé un mot de passe codé en dur dans l'exécutable de l'EDR, ce qui était complètement improbable. Ce qui veut dire que derrière, ça veut dire que c'est une backdoor, tout simplement. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que c'est une backdoor qui est voulue ou qui est accidentelle? On ne sait pas, évidemment. Donc ça, c'est pas le tir à blanc qui permet de le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le niveau de cybersécurité aujourd'hui sur les attaques par ransomware est relativement bon lorsque le ransomware est connu. Lorsque le ransomware, les souches ne sont pas connues, sont nouvelles, sont forgées pour le client, c'est-à-dire des attaques ciblées, là, pour le coup, on se rend compte que le niveau de sécurité baisse drastiquement. Donc, en l'occurrence, voilà quelques figures. On arrive à s'installer, à exécuter dans 75% des cas, contre 15% pour les souches connues. On parvient à faire du chiffrement. Là, pareil, lorsqu'il s'agit de techniques de chiffrement homemade, on arrive à le faire à hauteur de 75% des cas. L'exfiltration de données, ça aussi, c'est quelque chose, mais ça, on le sait, enfin, la communauté sécurité le sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, les DLP, les Data Loss Prevention Solutions, sont des solutions qui ne peuvent fonctionner que si la gouvernance des informations confidentielles est suffisamment mature, afin de pouvoir dire voilà ce que tu dois détecter, voilà les mots-clés, voilà les éléments de tag, etc. S'il n'y a pas cette maturité sécurité, les DLP malheureusement ne font pas de miracle.
Et donc, on arrive à exfiltrer de la donnée. Quand je dis de la donnée, c'est des dizaines, voire des centaines de gigas. Hein. Ce n'est pas des quelques fichiers. Dans plus de 90% des cas. Et c'est sur la propagation, et fort heureusement, sur la propagation que les choses sont plus efficaces aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parvient à faire de la propagation partielle que dans 50% des cas, que entre guillemets, évidemment, et une propagation quand même totale, c'est-à-dire une destruction complète dans un tir à blanc sur 5, ce qui reste quand même assez énorme. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Enfin, les 5 observations principales, voire les lessons learned, c'est que d'abord, vous l'aurez compris, donc les EDR et autres solutions d'XDR ne sont pas miraculeuses, même si elles sont, et je défends le fait qu'il est absolument indispensable de les avoir, même si elles sont incomplètes, c'est-à-dire que sur les attaques connues, elles sont très efficaces, sur les attaques moins connues, donc là ça dépend des capacités heuristiques des différentes solutions qui sont très très variables d'une solution à une autre, donc là il y a un large champ de progression. Donc ce qui m'amène à la deuxième observation, c'est que les clients qui nous ont donné le plus de fil à retordre, ce sont les clients qui ont donné la part belle aux solutions préventives, c'est-à-dire durcissement des configurations, segmentation des réseaux, mettre en place des app lockers pour prévenir l'exécution des programmes, bref, toutes les conditions préventives. Donc, ce qui veut dire que ça laisse, plus on met des solutions préventives, moins la tâche aux solutions détectives et réactives et laborieuses. D'accord. Ce qu'on voudrait aussi mettre en évidence, c'est que pour un RSSI, au fait, vous l'aurez compris, hein, c'est que lorsque quelqu'un pense qu'on peut tout mettre à plat, IT, OT, tous les contextes sans mettre des zones préférentielles en se disant que mon EDR fera le travail. Moi, je pense que c'est une illusion de croire que cela est possible. En tout cas, une illusion pour les attaques non référencées, parce que là, pour le coup, la viralité, elle va être très importante. Donc, les fameux 50%, lorsqu'on parvient à faire de la progression partielle, voire de la propagation totale dans 20% des cas, c'est surtout lorsque il n'existe pas de segmentation réseau. Enfin, le fine-tuning de l'intégration des EDR. Donc là, ça concerne surtout les équipes SOC. Très souvent, en fait, les équipes SOC parviennent à bien interpréter ce qui se passe au niveau des réseaux, mais pas forcément ce qui se passe au niveau des endpoints, pas suffisamment en tout cas. Donc évidemment, c'est à nuancer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a noté quand même un différentiel relativement net entre la réactivité des équipes SOC lorsqu'il s'agit d'une attaque de type réseau et lorsqu'il s'agit par exemple de chiffrement sur les endpoints. Et enfin, il y a aussi un intérêt assurantiel certain, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les assurances cyber, c'est un sujet très important. Donc nous, ce qu'on fait habituellement dans nos tirs à blanc de ransomware, c'est qu'on donne un scoring. Et ce scoring, parce que c'est un audit, hein, et ce scoring, eh bien aujourd'hui, ce qu'on a pu observer, c'est que la moyenne était autour de 2,7, sachant que l'échelle va de 1 du moins sécurisé à 5 au plus sécurisé. Il existe quelques clients qui sont dans la partie très verte, donc 4,5. Le gros du paquet, il est quand même au milieu, donc ce qui veut dire qu'ils sont quand même malgré tout impactés. Et ce scoring, il permet de factualiser le risque et donc de rentrer dans les éléments de calcul pour les assurances cyber. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Je voudrais vous faire passer un petit extrait vidéo qui dure moins d'1 minute 30 et qui est un condensé d'un webinaire que nous avons réalisé, dans lequel on a pris beaucoup plus de temps pour présenter la solution de tir à blanc de ransomware et dans laquelle nous avons fait intervenir 3 clients, donc des RSSI de plusieurs grandes sociétés qui ont pu bénéficier du tir à blanc et donc qui ont partagé leur expérience là-dedans. On pensait que la menace allait exploser entre 2019 et 2020. Elle a clairement encore plus explosé entre 2020 et 2021. Une question simple et légitime que se posent tous les dirigeants, tous les DSI ou RSSI. Quel est mon niveau d'exposition à la menace particulière du ransomware? Il faut qu'on fasse un truc pour tester notre vulnérabilité à ce genre de menace. Comme ça peut se pratiquer dans certaines forces spéciales, on va faire un tir de confiance.
Le dispositif que nous avons imaginé, c'est de créer nos propres attaques par ransomware, totalement inoffensives pour le client. Grâce à des techniques de contournement qu'on n'a pas encore vues dans la nature, mais qu'on essaye d'anticiper de manière à avoir la meilleure protection possible pour nos clients. Et ainsi pouvoir sécuriser son système d'information. J'ai naturellement fait appel à Elysium. Je peux vous dire que les résultats étaient assez édifiants. Quel est le bilan finalement de ce tir à blanc? C'était un juge de paix et moi ça m'a beaucoup aidé à factualiser un risque. Quand on a vu arriver une personne du support en état d'excitation absolue totale, en train de hurler attaque ciseaux, vraiment j'étais en PLS. Le bénéfice effectivement était d'ordre organisationnel parce qu'on n'avait pas forcément conscience de la réalité de la menace. Il semblerait que le choix qu'on a fait collectivement ne soit pas complètement encore le plus efficace. Le tir à blanc de ransomware a très largement dépassé nos attentes. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.